plus confier les manettes à tous ces pébrons de l'ENA. Beaucoup de goutte à goutte ou pas démonter tout ça. On obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Martigues Insoumise. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Sarah Swahili et Alain Betton. Donc respectivement, Sarah est porte-parole de la France Insoumise sur la question notamment de la jeunesse et Alain Betton est membre d'un groupe de recherche sur la démocratisation sociale, abrégé GRDS. Donc tout d'abord, nous voulons vous poser une question. Donc Sarah, quelles sont les actions menées par l'AFI pour lutter contre les réformes de l'université ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a une réforme de l'université qui est aujourd'hui appliquée et qui a été appliquée bien avant même le vote de nos députés et de nos sénateurs, qui s'appelle Parcoursup, une plateforme qui a été mise en place et qui remplace admission post-bac. C'est une réforme qui met en place une sélection à l'université et qui empêche tout étudiant, tout nouveau bachelier d'entrer librement à la faculté. Et ce n'est plus aujourd'hui maintenant les facultés qui reçoivent et qui font en sorte que les étudiants réussissent. Au contraire, maintenant, la force est inversée. C'est les universités qui vont choisir quels étudiants ils veulent accueillir dans leur faculté. Donc on va essayer d'expliquer un peu ce qui attend nos futurs bacheliers malheureusement. Et donc tout à l'heure, on expliquera aussi la suite de ces réformes qui est la réforme du bac. Mais aujourd'hui, là, on va venir se concentrer sur cette réforme. Donc, la base, c'est que sous Hollande, en fait, il y a eu quelques facs qui ont dû faire une sélection. Et François Hollande, pour en fait les protéger, à l'époque, a autorisé la sélection et un peu le tirage au sort. Et pour contrer tout cela, Emmanuel Macron a décidé de mettre en place une sélection à l'université. Alors que la solution, ce n'est pas tirage au sort ou sélection à l'université, il y a une troisième option qui est tout simplement de mettre les moyens dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, l'enseignement supérieur a besoin un minimum de 3,5 milliards d'euros pour pouvoir fonctionner et Macron, lui, décide tout simplement de ne mettre que 500 millions pendant 5 ans. C'est-à-dire 500 millions étalés en 5 ans. On voit directement la différence de moyens de ce que l'enseignement supérieur aurait besoin. Donc à la place de mettre des moyens dans l'enseignement supérieur et de croire en notre jeunesse, aux cerveaux qui sont dans notre pays, ils préfèrent mettre en place une sélection qui va aujourd'hui faire en sorte que l'enseignement supérieur sera une marchandise et la marchandisation de nos cerveaux et de l'enseignement supérieur est aujourd'hui de mise. Donc c'est une sélection en fait qui est un peu symptomatique du coup de la marchandisation de la société en fait. Exactement, c'est le monde Macron. Macron veut faire en sorte que ce monde et le monde dans lequel on vit soit marchandé. Aujourd'hui, il y a vraiment une marchandisation de nos cerveaux, de l'enseignement supérieur et ça va avec sa philosophie, ce qui n'est pas la nôtre. C'est pour cela que la France Insoumise et notamment les jeunes insoumis se déploient dans toutes les universités, dans toutes les facultés à travers leurs groupes d'action pour pouvoir aujourd'hui faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire renseigner les étudiants qui ne sont pas assez au courant de ce qui va leur arriver, renseigner les futurs bacheliers, il faut bien leur faire comprendre qu'aujourd'hui le bac ne sera plus la sélection pour entrer à l'université parce qu'avant il existait bien une sélection, c'était le bac, aujourd'hui ça ne suffira plus. Lorsqu'on va aller faire nos vœux dans la plateforme Parcoursup, on aura le droit à 10 vœux, on a le droit maintenant à 10 vœux. Ces 10 vœux qui ne seront pas hiérarchisés et pour chaque vœu, on va devoir mettre un CV et une lettre de motivation. Donc déjà, premier problème, tout le monde n'aura pas accès à quelqu'un qui saura faire un CV ou une lettre de motivation. Donc on voit déjà qu'il y a vraiment c'est vraiment contre l'égalité des chances. C'est sûr que moi, par exemple, à l'époque, j'avais pas quelqu'un qui pouvait me faire une lettre de motivation comme mes camarades qui étaient plus dans le sud et qui ont dans leur entourage quelqu'un qui sait faire quelque chose ou qui sait faire un CV ou une lettre de motivation qui a forcément des codes. Une lettre de motivation, on la fait pas comme ça, c'est pas facile. Pareil pour le CV, un jeune qui aura eu la chance d'aller voyager, qui aura eu la chance de faire des stages, pourra les mettre dans ses CV, alors que les autres qui n'ont pas beaucoup de moyens de pouvoir aujourd'hui s'ouvrir sur le monde de fait, auront moins de choses à mettre dans leur CV.
Et en plus de ce CV, de cette lettre de motivation, chaque université va pouvoir mettre en place des attendus. Les attendus, c'est ce que l'université demandera à chaque étudiant pour pouvoir l'accepter. Donc, comme je vous ai dit encore une fois, c'est plus l'université qui est là pour les étudiants et pour les faire réussir, c'est les étudiants qui doivent tout faire pour réussir et pour être acceptés dans leur université. Par exemple, dans une université très cotée à Paris, il y aura un test d'auto-évaluation pour entrer en droit. Et une des questions qu'on va demander à un jeune ou une jeune de 17 ou à peine 18 ans, c'est d'expliquer quelle est l'évolution juridique d'un enfant né de PMA. Moi, je suis chargée d'enseignement à la faculté de droit en pénal. Je peux vous dire que c'est vraiment pas facile, même pour des étudiants en première, deuxième ou troisième année, d'expliquer toute l'évolution juridique d'un enfant né de PMA. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est contre voilà, l'égalité des chances. Et c'est pour cela qu'on se bat au quotidien sur le terrain. Donc on parlait d'égalité, en fait c'est une réforme qui crée de l'élitisme finalement à la faculté. Exactement. Voilà, aujourd'hui c'est vraiment une porte qui se ferme pour l'égalité des chances. Et c'est pour cela que voilà, on essaye d'être sur le terrain, d'informer, comme je vous l'ai dit, les futurs bacheliers, parce qu'on le voit très bien quand on est à la sortie des lycées, on comprend très vite que soit ils ne sont pas au courant, soit ils sont au courant mais ils ne comprennent pas vraiment la finalité de la réforme et de Parcoursup. Et on essaye aussi d'informer les parents aussi, et aussi les futurs bacheliers, parce que ça les concerne. D'accord. Donc en fait, cette réforme, ce n'est pas seulement une réforme du coup de l'université, mais aussi une réforme qui concerne aussi les lycées. Exactement, ça concerne du coup les futurs bacheliers qui vont rentrer et qui vont vouloir rentrer à l'université. Aujourd'hui, la phrase qui disait que chaque étudiant pouvait librement rentrer à l'université, elle est supprimée. Ça veut dire qu'on ne peut plus être libre de rentrer à l'université. Et la phrase qui interdisait toute sélection à l'entrée de l'université est aussi balayée, ce qui veut vraiment dire que voilà, aujourd'hui, il y a une sélection qui est autorisée et qui est dans la réforme de l'université. Et donc cette réforme aussi, on voit à côté des choses comme la baisse de 5 € d'APL notamment. Est-ce que derrière aussi, il n'y a pas une volonté de donner la chance à seulement une certaine partie de la population par rapport à une autre? Bien sûr, là on oppose, comme je vous ai dit, il n'y a plus d'égalité des chances. On oppose vraiment, par exemple, les bacheliers qui seront issus des quartiers populaires. Leur bac, par exemple, on va parler plus tard de la réforme du bac, n'aura plus le même, n'aura plus la même force qu'un bac, je ne sais pas, d'un grand lycée parisien. Et on va voir qu'aujourd'hui, il y a vraiment une inégalité à travers le bac et à travers aussi la sélection qui va creuser encore plus les inégalités entre les étudiants. Et donc, pouvez-vous nous parler un petit peu de ce que propose la FI à ce niveau-là, la France Insoumise, au niveau des universités, de la GONES? Comme je vous disais, Emmanuel Macron nous proposait 2 solutions, tirage au sort, sélection à l'université. Il y en a une troisième, je vous ai dit, il nous manque 3 milliards pour pouvoir fonctionner, pour que l'enseignement supérieur fonctionne. Lui, il propose 500 millions pour 5 ans. Nous, on veut vraiment qu'il y ait une action pour que le budget de l'enseignement supérieur augmente. Et c'est pour cela qu'on demande vraiment que déjà la sélection ne soit plus et qu'on mette en place vraiment un plan budgétaire qui permettra à l'enseignement supérieur de travailler. On veut aussi que les vacataires et les enseignants vacataires soient titularisés. Aujourd'hui, il y a une masse d'enseignants vacataires qui aujourd'hui sont les plus précaires aussi, on les oublie souvent. Je parlais aussi tout à l'heure de la lettre de motivation du CV. J'ai oublié aussi de parler du fait qu'aujourd'hui, l'avis du conseil de classe va aujourd'hui orienter aussi les futurs étudiants, dans le sens où les différents profs et profs principaux vont pouvoir donner un avis et une recommandation sur le parcours que les étudiants voudront faire, alors qu'on le sait très bien, les professeurs principaux n'ont pas forcément le temps de chaque fois de voir un élève individuellement et de connaître vraiment ses besoins et ses attentes.
Et cette réforme, on voit qu'elle ne parle même pas des conseillers d'orientation qui sont aujourd'hui balayés un peu de cette réforme, ce qui montre bien qu'on ne cherche pas à savoir si un élève a besoin ou a des envies. Non, c'est vraiment quelque chose qui est balayé de cette réforme. Merci Sarah. Nous passons à vous, monsieur Betton. Alain Betton, donc professeur émérite d'économie à la fac d'Aix-en-Provence et membre donc, du groupe de recherche sur la démocratisation scolaire. Est-ce que vous pouvez nous parler notamment des positions de ce groupe de recherche, notamment sur le système scolaire d'une façon générale? Alors d'une façon générale, le groupe de recherche en démocratisation scolaire considère que la démocratisation de l'accès à l'école et au savoir est aujourd'hui enlisée. Les politiques qui ont été menées depuis une vingtaine d'années par des gouvernements différents ont eu pour effet de conduire à un enlisement. Pour prendre un exemple simple, par exemple, le taux d'accès au baccalauréat général aujourd'hui est à peine légèrement supérieur à ce qu'il était au début des années 80. Donc on a eu un blocage des progrès de la démocratisation scolaire. Et ce système scolaire est marqué par des logiques de ségrégation. Alors des ségrégations spatiales, hein, Sarah en a parlé sur le quartier où l'établissement est implanté, c'est pas la même chose. Mais des ségrégations aussi sociales à l'intérieur des établissements, avec des filières dérivatives où on met les gens en échec et où au fond on les condamne à une sorte de parcours d'échec. Et puis après on va mettre en place des dispositifs pour lutter contre le décrochage scolaire, alors qu'on sait très bien que le décrochage scolaire il vient du fait que à partir du moment où les élèves, mais ça commence dès l'école primaire, sont mis en situation d'échec, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas maîtriser les savoirs que les enseignants se proposent d'enseigner, évidemment, un élève normalement constitué, une fois qu'au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, il ne comprend rien à ce qui se passe, il échoue à tout ce qu'on lui demande de faire, il va décrocher. Mais il va décrocher parce qu'on ne l'a pas fait entrer dans les apprentissages. Donc nous pensons qu'il faut changer de logique éducative. Alors, un des premiers éléments, c'est de dire d'abord la scolarisation obligatoire jusqu'à 18 ans. La scolarisation obligatoire à 16 ans, elle date de 1959, c'est le début de la Ve République, la réforme Berthoin. Bon, on peut, depuis 1959, dire bon, on va mettre 2 ans de plus quand même. Hein. Bon. Deuxièmement, ça n'aura d'intérêt que si on fait une formation unique pour tous. C'est-à-dire il faut une formation qui soit sans redoublement, sans logique de concurrence entre les élèves et avec une obligation d'accès au savoir. C'est-à-dire l'école a pour but de faire que chaque élève réussisse. Nous reprenons le mot d'ordre d'un mouvement d'éducation populaire qui s'appelle le groupe français éducation nouvelle. Son mot d'ordre, c'est tous capables. Tous les enfants qui sont rentrés normalement dans le langage écrit ont tous les outils intellectuels pour accéder à tous les savoirs. Il faut simplement qu'on mette en place à la fois les moyens. On voit bien ce qui se passe en ce moment, enfin je fais un petit détour par rapport à l'université, hein. Mais Blanquer nous dit on va faire des CP à 12. Bon, très bien, c'est peut-être pas une mauvaise idée de faire pour que tout le monde apprenne à lire dans les réseaux d'éducation prioritaire, on met les CP à 12, mais il fait monter les effectifs de toutes les classes de la même école et il ferme des postes dans toute une série d'écoles pour récupérer des postes pour faire ce dédoublement. Et en même temps, on l'a fait de façon totalement impréparée, de sorte qu'il y a des écoles où on a mis 2 CP à 12 avec un rideau au milieu qu'on a accroché et deux instituts qui font cours en parallèle avec en même temps la voix. Enfin voilà, c'est un truc pas sérieux. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je crois, qui est très important, c'est ce qu'a dit Sarah sur la logique de marchandisation. Alors moi, je voudrais insister sur le fait qu'elle est à l'œuvre depuis longtemps, hein, et pour l'université, depuis l'en place du dispositif licence, maîtrise, doctorat, qui a été mis en place au niveau européen dans le cadre d'un accord qu'on appelle le processus de Bologne, et qui a été mis en place chez nous concrètement par Claude Allègre dans un gouvernement qui était dirigé par Lionel Jospin. Et cette logique-là, elle repose sur l'idée de la concurrence entre les universités. C'est-à-dire on rend les universités de plus en plus autonomes, à charge pour elles de faire des projets, de concevoir des diplômes qui sont expertisés, et ensuite elles entrent en compétition pour avoir des bonnes formations avec des bons étudiants, etc. Et de ce point de vue, la sélection qui se met en place est l'aboutissement de ce processus. Depuis longtemps, il y avait des dirigeants d'université, pas spécialement progressistes, qui disaient « mais nous avons un handicap, nous ne pouvons pas choisir nos étudiants ». Maintenant, ils vont pouvoir choisir leurs étudiants. Dans des conditions d'ailleurs de totale opacité, hein, puisque Sarah a rappelé que les universités définissent des attendus, alors fac par fac. Quand on regarde de près certaines facs,
on s'aperçoit que ces attendus sont extrêmement flous, et donc il laisse la porte ouverte à tous les arbitraires, finalement. Hein. Et en fin de compte, les universités sont en train d'aller au-delà de ce que le gouvernement avait initialement annoncé. Par exemple, normalement, la limitation à l'entrée des universités ne devait être admise que dans ce qu'on appelle les filières sous tension, c'est-à-dire celles où on avait mis les tirages au sort. Maintenant, toutes les universités disent non, nous aussi on met des attendus, nous aussi on sélectionne, parce que nous on veut avoir des étudiants. Par exemple, à Aix-Marseille, il y a une faculté de l'unique université AMU qui a dit mais nous voulons qu'on réduise nos capacités d'accueil. Hein, Sarah disait il faut plus de capacités d'accueil pour scolariser plus d'étudiants. Eux, ils ont dit non, nous on veut moins de capacités d'accueil. Alors le recteur a refusé pour l'instant. Hein. On veut moins de capacités d'accueil, comme ça on sélectionnera qu'un nombre réduit de meilleurs étudiants. Et de la même façon, les facultés ont déjà commencé, avant cette réforme, et elles vont l'accentuer, à mettre en place des filières hiérarchisées. Par exemple, en droit, il y a des collèges de droit qui sont mis en place un peu partout, sur lesquels on trie certains étudiants, et c'est la logique, donner plus à ceux qui ont plus. C'est-à-dire, on sélectionne les meilleurs étudiants, et on leur donne plus de cours avec des enseignants supposés plus réputés, ça c'est pas garanti, et on crée, à l'intérieur d'une première année, on va mettre une filière d'élite à côté de la filière tout venant, voilà. Donc là, je répète que cette réforme-là, elle va dans la logique d'une marchandisation, et j'ajouterai d'une marchandisation autoritaire. Parce qu'il y a des gens qui nous font miroiter le fait que l'autonomie des universités, ce serait plus de démocratie. Mais ce n'est pas vrai. Depuis 15 ans, il y a un pouvoir de plus en plus absolu des présidents d'université. Oui. Aujourd'hui, quand on recrute un enseignant à l'université, il y a une commission de recrutement qui est désignée par le président de l'université, et c'est le président de l'université qui a le dernier mot. S'il n'est pas d'accord avec la commission qui l'a nommé, il peut changer. Aujourd'hui, quand il y a un enseignant du supérieur qui part à la retraite, le président de l'université peut décider de ne pas le remplacer et d'utiliser la masse salariale correspondante pour distribuer des suppléments de salaire à d'autres. Donc on voit que la logique de marchande, elle est aussi à l'intérieur de l'université. Si vous voulez avoir des primes, il faut que vous fassiez bien voir par la présidence de l'université, etc., etc. Et je signale, mais ça anticipe peut-être ce qu'on dira tout à l'heure, que cette logique, on se prépare déjà à la transférer au niveau du lycée, hein, avec le chef d'établissement, chef d'entreprise, la logique de concurrence, etc., etc. Donc effectivement, le débat de fond, là je le reprends ce qu'a dit Sarah, c'est qu'il y a deux logiques aujourd'hui. Il y a une logique qui dit la société existe et elle a besoin de plus de gens mieux formés, plus éduqués, plus longtemps, en se donnant les moyens de faire en sorte que tout le monde réussisse. Ça, c'est une logique. La logique qui est menée en place maintenant, c'est de dire on sélectionne, il y a des gens qui ne sont pas dignes de faire des études, et ces gens-là, on va les mettre sur le côté, on va les mettre dans des filières de dérogation. Hein. Dans la logique de ce que nous disons au GRDS sur la scolarisation jusqu'à 18 ans, on devrait au moins se fixer l'objectif d'avoir une proportion très élevée de chaque génération, je ne dis pas de chiffres parce qu'on n'en a pas vraiment discuté, mais une proportion très élevée de chaque génération qui atteigne le niveau Bac plus 3. Aujourd'hui, l'objectif européen, c'est 50%. Mais s'il y a 50% qui vont jusqu'à la licence, les 50% restants, qu'est-ce qu'ils font? Et ça a quelque chose à voir aussi avec la question de l'emploi, la question des qualifications. Les qualifications ne sont pas données une fois pour toutes. Si on a une population plus éduquée, cette population plus éduquée, elle va peser dans les rapports de travail pour que ces qualifications soient reconnues. Actuellement, on est en train aussi de fabriquer une sorte de nouveau lumpenprolétariat, comme parlait Marx, hein, qui n'est pas éduqué, qui est en situation d'échec, qui décroche, et à qui on donne des petits boulots avec des horaires au détail, avec des salaires misérables, etc. etc. Donc il y a une autre conception de l'école qui est aussi liée à une autre conception de la société. Merci beaucoup. Et du coup, comment vous pouvez situer cette réforme du coup, de la sélection par rapport à l'évolution générale en fait, du monde universitaire? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la logique consiste à dire aujourd'hui, on va fixer a priori des capacités d'accueil, on va les répartir entre les universités, et les universités vont être en concurrence entre elles pour attirer les meilleurs étudiants qui leur donneront des meilleures formations, qui leur donneront plus de prestige, etc. C'est-à-dire que si on se place dans une situation qui n'était pas une situation révolutionnaire, hein, qui était la France des années 60,
le ministère de l'Enseignement supérieur disait, ben voilà, on implante une nouvelle faculté à tel endroit parce qu'il y avait des gens qui avaient lutté en général, des élus locaux, etc. Ils disaient, on a besoin d'un centre universitaire, on crée des capacités, on crée des bâtiments, on recrutait des enseignants, etc. Aujourd'hui, on est dans donc on avait une gestion où, d'une façon ou d'une autre, il y avait une évaluation des besoins sociaux, par exemple à travers la planification. Il faut que les gens n'oublient pas que jusqu'en 1980 en France, il y avait une planification, hein, et qui disait, ben, on a besoin de tant de gens, et on créait les moyens correspondants. Alors, les forces progressistes se bagarraient parce qu'elles disaient qu'il n'y en avait pas assez, mais il y avait au moins cette logique-là. Aujourd'hui, c'est cette logique qui est abandonnée. On dit c'est le marché qui va décider de qui on forme, comment on le forme, à quel endroit, avec quels moyens, etc. Et que le meilleur gagne. Donc c'est cette idée sur laquelle... Mais je précise que ça va s'appliquer à toute la société. Hein. Aujourd'hui, les gens de Pôle emploi sont en concurrence avec des officines privées pour faire le placement des chômeurs. Aujourd'hui, on développe les partenariats publics-privés pour faire toutes sortes de choses, dont notamment pour construire des écoles à Marseille. Aujourd'hui, on a une logique de concurrence entre l'hospitalisation publique et l'hospitalisation privée, etc. Donc la logique est partout la même. Et cette logique, en fin de compte, c'est une logique de la guerre de tous contre tous. Quoi. Débrouille-toi, tu gagneras le meilleur beefsteak. Et je pense que c'est cette logique-là qu'il faut combattre. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Et pour parler aussi de la marchandisation de l'enseignement supérieur, on voit aujourd'hui qu'il y a des nouvelles entreprises qui ont trouvé un peu le filon et qui proposent pour une certaine somme de faire la lettre de motivation pour les étudiants, de rédiger le CV. Et on voit derrière du coup qu'il y a un marché que les entreprises vont Mais ça fonctionnait déjà parce que il y a maintenant des écuries qui ont été mises en place depuis longtemps pour les étudiants qui rentrent en faculté de médecine. J'ai vu qu'il y en a une qui a été mise sur la Canebière pour la faculté de droit. Exactement. Et donc la logique est pareille, c'est-à-dire que comme le système éducatif public ne donne pas à tous les moyens de réussir, ceux qui en ont les moyens vont chercher les moyens de réussir en payant auprès d'une offre privée. Et il y a une véritable explosion, par exemple, des entreprises de soutien scolaire dès l'école primaire. Et il y a aussi, par exemple, une explosion du matériel périscolaire. Dans la librairie qui est à côté de chez moi à Marseille, dès le CP, il y a des documents pour que les parents fassent travailler à la maison les enfants pour réussir le CP. Donc on est dans une logique qui est folle et dans laquelle ne vont s'en sortir que ceux qui ont l'outillage pour faire appel plus que les autres au marché. Voilà. Donc là encore, il y a un choix de société très fort qu'il faut expliquer. Bien sûr, aujourd'hui, par exemple, les professeurs principaux sont assez de terminale sont assez paniqués de savoir comment ils vont faire avec cette histoire des 10 avis. Dans certains établissements, les enseignants ont décidé qu'ils ne mettraient pas d'avis ou qu'ils mettraient un avis très favorable à tout le monde. Mais ce qu'ils ne savent pas, ou ils n'ont pas pris conscience, c'est que les textes officiels disent c'est le chef d'établissement qui va mettre un avis. Les professeurs disent ce qu'ils veulent et le chef d'établissement met l'avis qu'il veut. Donc c'est pour ça que je parle de marchandisation autoritaire. Hein. Et à la fois on dit chacun fait ce qu'il veut, on fait concurrence, si vous avez été bon au lycée, vous aurez droit à une bonne fac, etc., etc. Mais il y a aussi un encadrement autoritaire avec le pouvoir des présidents de l'université, des chefs d'établissement, etc. Donc il y a ces deux logiques-là qu'il faut combattre. Il y a la concurrence, comme on l'a dit, entre étudiants et entre lycéens et lycées, mais il y aura aussi une concurrence entre ceux issus des bacs généraux, mais bon, maintenant on va peut-être avoir une nouvelle réforme du bac, et ceux qui sont issus des bacs pro, où là le gouvernement a trouvé une solution, c'est la remise à niveau, une année supplémentaire pour la licence, donc on ne ferait plus une licence en 3 ans, mais en 4 ans. Si bien sûr l'université accepte de vous prendre dans cette licence en 4 ans, mais peut-être que certains vont dire que c'est une bonne idée de remettre à niveau certains étudiants, sauf quand on regarde vraiment les moyens qui sont mis en place pour cette 4e année supplémentaire, on voit qu'à peine 5 à 10% de ces étudiants-là issus des bacs pro vont pouvoir accéder à cette licence en 4 ans, de une. De deux, on sait très bien qu'une année supplémentaire, ça coûte de l'argent, quand on sait qu'à peu près une année coûte à peu près pour un étudiant 10 000 €, ce qui est énorme pour certains, en sachant qu'un jeune sur 2 travaille, un jeune sur 3 ne se soigne pas faute de moyens. Donc voilà, et sur le marché du travail, on aura vraiment une inégalité
entre ceux qui ont fait une licence en 3 ans et ceux qui en ont fait en 4 ans. Donc il y a vraiment une inégalité entre élèves, entre lycées, mais aussi entre bac, et du coup avec le bac pro et cette année supplémentaire qui encore une fois ne pourra être mis en place que pour un certain nombre d'étudiants, 5 à 10%. Il y a certaines universités d'ailleurs qui ont déjà annoncé qu'elles ne la mettraient pas en place. Voilà, parce qu'ils sont dans la logique. Alors, un dernier point que je veux souligner, puisqu'on parle de l'université, c'est que l'université, c'est aussi la recherche et c'est aussi la production de connaissances. Or, dans l'évolution de long terme de l'université, il y a le fait qu'on met de plus en plus en place des formations professionnalisantes où les savoirs ne sont pas enseignés pour eux-mêmes et pour leur logique interne, mais uniquement dans la mesure où ils servent à tel ou tel débouché professionnel. Et donc, il y a un phénomène que certains appellent de régionalisation des savoirs, c'est-à-dire les savoirs explosent et ils sont émiettés. Si vous avez un master de, je sais pas, développement social des quartiers, vous allez prendre de l'économie qui concerne ça, de la socio qui concerne ça, du droit qui concerne ça, ça sera un savoir en miettes et les étudiants n'auront jamais la vision d'ensemble. Et la corollaire de ça, c'est que les enseignants-chercheurs sont de plus en plus occupés à des tâches administratives, à des tâches de gestion, au détriment de la recherche, sauf là encore pour une élite, que l'on va décharger des tâches d'enseignement pour tout ou partie de leur service, en leur permettant à eux de faire de la recherche. Donc il y a aussi une logique d'élitisme à l'intérieur de l'université. Oui, je le vois moi très bien en lettres classiques, vu que je fais donc des études dans ce domaine-là, on voit qu'on a de la pluridisciplinarité aussi, on n'a pas le temps de tout faire, effectivement, à cause du coup de papiers administratifs et ainsi de suite. Pour clore ce débat, je vois que en fait, cette réforme de l'université, elle obéit surtout en fait à une logique de marché. Et cette logique de marché donc, qui fonctionne sur la concurrence et qui creuse finalement les inégalités et qui en fait crée plus d'élitisme, alors que l'université devrait être posée à tous. C'est d'ailleurs l'étymologie du mot université en lui-même. C'est ça, c'est deux mondes qui s'affrontent et le nôtre n'est pas le même que le monde Macron. Exactement, merci beaucoup. Voilà, donc merci à vous deux d'être venus répondre à nos questions. Voilà. Et donc nous allons donc passer dans la deuxième partie donc, de cette émission à la question de la réforme du lycée, en changeant donc d'intervenant. Voilà. Merci à vous deux. Et merci à Martigues et à la France Insoumise qui est à Martigues. Merci. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance,